Bien, et bien voilà, nous nous retrouvons donc pour la troisième intervention de la matinée. On se retrouve donc avec Jérémy Brugidou, qui se présente comme un artiste chercheur paradisciplinaire. Donc il va falloir, Jérémy, que tu nous expliques un peu ce que ça signifie, sans Ouais, doute très original. Et puis tu proposes une intervention qui s'intitule Vie et mort d'une bactérie lumineuse. Donc on voit là qu'on est à l'intersection entre l'organique, le vivant et donc, la cristallographie. Donc je te laisse la parole, Jérémy, et on se retrouve tout à l'heure pour te poser des questions. Allez, à tout de suite. oui, bonjour, merci. Donc oui, je suis artiste-chercheur dans la mesure où j'ai un doctorat en sciences de l'art, en étudiant donc l'histoire de l'art, la philosophie de l'art et notamment le cinéma. Et je suis aussi artiste praticien de différentes disciplines et des disciplines artistiques. Et paradisciplinaire, on va dire que j'ai mis ce terme-là il y a un certain temps parce que j'ai toujours été aux interstices des sciences des arts, des sciences du vivant et des sciences humaines. N'ayant jamais vraiment de rattachement fixe, je dis paradisciplinaire. C'est heureux, malheureux. Je sais pas. Je voulais quand même commencer par faire le lien avec ce qui s'est dit avant. Et j'ai pas vraiment inclus ces slides-là dans ma présentation, mais je trouve que ce qu'on a vu là sur les cristaux, sur les minéraux, que ce soit à l'échelle microscopique, nanoscopique, macroscopique du cosmos, en fait, c'est assez évident qu'il y a une forme de beauté dans l'univers qui est indépendant d'une démarche humaine de création artistique. On regarde les roches, on regarde les cristaux, on regarde des formes planétaires comme ont montré le télescope James Webb récemment. En fait, on voit très bien que l'esprit humain est frappé par des formes de beauté qui préexistent et dont l'impact sur le cerveau humain crée cette impression de beauté. Et c'est vrai que c'est intéressant de mettre en perspective la notion de démarche artistique et la notion de beauté et de voir si qu'est-ce qui fait art, qu'est-ce qui fait œuvre. Et donc peut-être qu'on va un peu explorer ça. Il y a notamment un peu les débuts de la biologie moderne, on va dire, qui ont commencé avec le, le scientifique qui s'appelait Ernst Haeckel. Et je vous invite à aller voir un peu son livre du début du XXe siècle qui s'appelle Les formes d'art dans la nature, où en fait, en étudiant les organismes des fonds marins, notamment les diatomées et les organismes microscopiques, il avait révélé un peu des formes dites artistiques qui préexistaient dans le vivant. Donc voilà, ça c'est juste pour introduire. Et moi, j'ai intitulé ma présentation Vie et mort d'une bactérie lumineuse, bilan d'une proposition d'art multi-espèces. Pourquoi vie et mort d'une bactérie lumineuse? Justement parce que dans une démarche artistique, il y a une forme de trajectoire. Et travaillant avec du vivant, je me suis intéressé à ce que ça voulait dire que d'accompagner une croissance et une mort de vivant dans une démarche artistique. Et notamment quand cette démarche se veut multi-espèce, c'est-à-dire concernant pas uniquement l'humain. Donc, je vais vous parler d'un phénomène qui s'appelle la bioluminescence. Donc, je ne vais pas parler directement de la cristallisation ni des coraux. En revanche, la bioluminescence fait partie de certains phénomènes du monde vivant qui sont aussi immédiatement fascinants au regard humain et qu'on retrouve en fait assez fortement dans la culture visuelle, notamment cinématographique et en particulier contemporaine. Vous avez peut-être toutes et tous vu deuxième volet d'Avatar, qui, on va dire, a un peu généralisé le phénomène bioluminescent sur la planète Pandora, où en fait on voit la luminescence partout, et en particulier lors des moments de changement de perspective.
où en fait ici il y a cette scène où l'un des personnages va se brancher à la baleine pour intégrer la perspective de la baleine et visualiser ses rêves. Et donc la bioluminescence est là comme un indicateur de changement d'axe, de transformation, de changement d'échelle et de perspective. C'était déjà le cas dans le premier Avatar, où en fait la bioluminescence apparaît pour la première fois comme étant un phénomène qui caractérise la nouvelle planète à partir du moment où l'acteur, enfin le personnage principal, va devoir éteindre sa torche enflammée, donc qui était un peu comme la lumière des humains, on va dire. Voilà, il y a plein de mythes qui racontent comment l'humanité est devenue humanité à partir de la création du feu ou du vol du feu. Et ici, le fait d'éteindre le feu et donc d'éteindre cette lumière humaine va faire émerger la lumière de la planète Pandora. Donc, il y a un extrait là qui est sur Vimeo, que je pense pas que je puisse vraiment mettre là, dans ces conditions, mais en fait, vous pouvez taper ce code-là sur la barre de recherche et vous tombez sur l'extrait qui montre bien ce moment où on bascule d'une luminosité vers une autre et donc d'une perspective vers une autre, c'est-à-dire que tout à coup, la perspective du personnage qui était encore dans sa vision, on va dire, pour dire grossièrement les choses, humaines sur cette nouvelle planète, ou on va dire de colonisateur, va tout à coup transformer son regard et essayer d'adopter un regard de l'intérieur avec la bioluminescence. Et c'est d'ailleurs le film qui l'indique très clairement lorsque la bioluminescence vient élire ce personnage comme personnage enfin, qui va avoir un rôle essentiel dans la narration. Et donc Cameron ici, James Cameron, qui donc a réalisé ces films, il est un explorateur sous-marin assez prolifique. Il est allé dans les profondeurs de l'océan, il a beaucoup étudié ces questions-là, il a très clairement été inspiré par la bioluminescence des organismes marins pour reproduire ces phénomènes, ce décor planétaire. Car en effet, bon là encore il y a un extrait que je ne vais pas pouvoir vous montrer, mais vous pouvez aller le voir de votre côté. La bioluminescence est un phénomène qui est extrêmement présent dans l'océan. Et en fait, cet extrait, ce qu'il montre de la BBC, donc d'un documentaire donc animalier qui date de 2017 sur les océans. Et en fait, ce que cet extrait montre, c'est que en fait, lorsqu'on descend dans l'océan à partir de 200 mètres, donc c'est l'obscurité totale. L'océan fait une profondeur moyenne de 3800 mètres, donc tout ça pour dire que la planète est essentiellement recouverte d'océans profonds et obscurs, et que dans cet océan profond et obscur, 80% de la biomasse est bioluminescente. Ça veut dire que en fait, ce qu'on peut dire, c'est que statistiquement, en fait, en termes de pourcentage de biomasse sur la planète Terre, l'essentiel est bioluminescent, et que si les extraterrestres devaient débarquer sur la planète Terre pour communiquer avec les habitants de la planète Terre, il est possible qu'ils communiquent par bioluminescence, puisque en termes de volume, c'est le mode de communication le plus répandu sur la planète. Et en fait, ce mode de communication qui est le plus répandu sur la planète est malgré tout considéré comme un élément de communication qui nous paraît surnaturel, ou en tout cas qui nous paraît complètement fantastique et de l'ordre du merveilleux. Et c'est un peu ce paradoxe d'un phénomène qui est à la fois majoritairement présent sur la planète et en même temps considéré comme fantastique ou merveilleux qui m'intéresse et qui peut commencer à faire des démarches artistiques. Donc, il est absolument évident que ce phénomène a une forme est beau, a une beauté qui lui est propre, qui est divers, qui est répandu, qui sert de multiples fonctions. Donc, on peut voir à droite toutes sortes de fonctions de la luminescence qui sont répertoriées par les scientifiques dans le monde vivant. Ça peut être pour des stratégies de défense, pour des stratégies d'attaque, pour des stratégies de communication au sein de la même espèce.
Et on voit à gauche, en fait, un arbre du vivant qui montre la répartition de la bioluminescence dans l'ensemble du vivant, et on voit à quel point c'est réparti de manière un peu éparpillée, c'est présent quasiment partout, sauf bon, bah, chez les mammifères, donc tout ce qui est règne qui humains nous préoccupe majoritairement, donc ça n'est pas présent. En revanche, partout ailleurs, c'est présent, et de manière pas nécessairement très, on va dire, logique selon les critères de la classification des espèces. Il y a juste une répartition qui date d'il y a très 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 longtemps. Et l'une de ces traces de l'ancienneté de la bioluminescence, c'est le fait que ce soit majoritairement présent chez les bactéries, donc qui est le règne qu'on voit tout en haut du schéma, qui est donc un des organismes vivants, des premières formes d'organismes vivants à avoir, on va dire, occupé la planète, notre planète. Et c'est cet organisme qui va, moi, m'occuper ces derniers temps. C'est une bactérie avec laquelle je travaille qui a été récupérée en Méditerranée à 2200 mètres de profondeur par une équipe scientifique de l'Institut méditerranéen d'océanologie qui est ici à Marseille. La bactérie s'appelle Photobacterium phosphoreum ANT 2200. Et donc, bien que je ne travaille pas avec de la cristallisation, il n'en reste pas moins que le travail avec des bactéries exige aussi un certain nombre d'expérimentations en termes de croissance et en termes de comment est-ce que cette croissance-là, on va dire la cadrer, l'accompagner et la mettre en forme. Puisque là, on voit bien que donc cette luminescence, elle apparaît voilà, d'elle-même, naturellement, dans ces petits tubes d'expérimentation. C'est en soi c'est déjà assez beau. Et après, la question, c'est qu'est-ce qu'on raconte avec ce type de phénomène? Quelle démarche on peut mettre en place à partir d'un phénomène qui est déjà beau en lui-même, qui peut se suffire à lui-même comme, on va dire, comme image qui fascine, mais qu'est-ce qu'on peut construire comme récit, comme narration autour de ça? Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est réfléchir à, en fait, comment est-ce que cette luminosité, cette manière qu'ont les bactéries de faire une lumière bleutée pouvait faire écho à certaines autres types d'images qu'on a en tête, comme notre planète bleue, par exemple. Et donc, à partir de ces cultures bactériennes, j'ai commencé à faire des différents types de supports pour accueillir le développement des colonies. Et notamment, j'ai fait des supports sous forme de gélose qui permettaient de fixer les bactéries sur une matière solide et donc de créer des structures et des reliefs et des dessins qui n'étaient pas permis forcément avec un milieu entièrement liquide. Donc là, vous avez différents exemples de ces planètes qui étaient évidemment une manière de faire écho à cette vision de la planète Terre qui se lève depuis la Lune. Et donc, comme je le disais au début, il y a cet effet qui m'intéresse, qui est le changement de perspective. C'est-à-dire comment est-ce que, avec une démarche artistique, dans laquelle la beauté joue un rôle d'attraction du regard, comment est-ce qu'à travers une œuvre d'art, on peut inviter à changer de perspective? Et ici, la perspective qui est proposée de changer, c'est de considérer qu'on est face à une forme qui évoque une vision de la planète vue de l'espace, donc qui évoque la planète Terre, mais cette forme est entièrement constituée de bactéries. Et donc de montrer comment est-ce que le microscopique et le macroscopique peuvent à la fois correspondre, et en fait, comment est-ce qu'on peut aussi se rappeler que notre planète, dans laquelle on considère avoir énormément d'importance, nous humains, est aussi une planète cofabriquée par beaucoup d'entités vivantes, et notamment bactériennes, et que notre atmosphère vivante n'est rendue possible pour nous humains que parce qu'il y a une interaction, une interdépendance entre de nombreuses espèces dont les bactéries sont un des très grands acteurs.
Donc à partir de ce travail, de ce premier travail-là, on va dire d'installation plastique de sculpture vivante, j'ai réfléchi à un travail photographique qui pouvait poursuivre un peu cette réflexion en essayant de construire des visions d'exoplanètes ou de ce qu'on pourrait imaginer des formes exoplanétaires, donc comme si on regardait au télescope des visions de l'espace lointain, mais construits avec des globes qui sont parsemés de bactéries. Donc là, c'est un exemple de réflexion photographique. Donc, en fait, je superpose un nouveau médium au premier, qui était un médium, on va dire, de sculpture. Ensuite, là, je superpose un médium photographique pour essayer de multiplier ou d'aller plus loin dans la démarche qui était la mienne. J'ai aussi réfléchi à différentes manières d'installer ces globes lumineux. Donc, ça peut être soit installé, on va dire, au sec, dans une salle obscure, suspendu en l'air, donc pour maintenir cet effet de suspension cosmique. Je l'ai aussi tenté sous la mer, donc d'installer les globes en conditions sous-marines, donc de ramener la bioluminescence dans son élément. Et c'est aussi pour ça que je parle d'installation multi-espèces, parce que la bioluminescence est un phénomène attractif dans les océans, notamment la bioluminescence bactérienne. Et l'idée, c'était d'inviter donc les humains à plonger de nuit sous l'eau pour aller rencontrer ces globes lumineux autour desquels potentiellement il pourrait y avoir aussi d'autres espèces non humaines, sous-marines, qui seraient également curieuses et intéressées, et donc de pouvoir proposer des rencontres inopinées entre humains et non humains autour d'une même fascination. Donc, là, c'était une manière d'intégrer d'intégrer l'objet dans différents contextes. Et encore une fois, il y a une vidéo là sur Vimeo. Là, il y a la manière de le retrouver sur le slide, où a été fait un documentaire making-of de l'ensemble de la démarche, depuis la fabrication des sphères jusqu'à leur immersion. Ça dure une vingtaine de minutes et c'est assez intéressant. Ça explique bien, en fait, il y a des scientifiques qui interviennent, ça explique bien aussi ce qu'est la bioluminescence, comment ça fonctionne, et aussi tout l'ensemble de la démarche, comment ces objets ont été fabriqués en détail. J'ai également fait une vidéo, donc c'est une autre manière d'approfondir la démarche, qui est de multiplier les médiums. Après la photo, la vidéo, c'était une manière donc de filmer ces sphères en conditions sous-marines et d'essayer de créer une fiction poétique autour de cette présence d'humains, de sphères lumineuses et d'autres organismes. Et là aussi, il y a une vidéo en fait sur mon Vimeo qui est accessible, qui est une proposition plus contemplative et poétique, qui tente de rendre compte de manière sensorielle, à travers l'image et le son, de ce moment de suspension où l'humain est flottant dans le noir, sous l'eau, face à des entités bleues flottantes. Et donc, il peut y avoir une sorte de proximité soudaine entre le microscopique des bactéries, le macroscopique du cosmos et l'échelle humaine immergée dans la mer la nuit, avec d'autres formes qui peuvent naviguer autour. Et donc, de mettre le corps humain dans des conditions peut-être de froid, de peur, d'inconfort, de nouveauté en tout cas, dans une sorte de contexte physiologique à laquelle le corps humain n'est pas forcément fait habitué, et donc auquel il n'est pas fait pour, et en fait de faire de l'œuvre d'art une expérience sensorielle qui touche à différents sens. Ça me fait revenir au départ de cette présentation qui partait des films de James Cameron. La présence de la bioluminescence, ça date d'un de ses premiers films, Abyss de 89, qui est peut-être un de ses plus intéressants, où finalement la rencontre avec l'entité bioluminescente vient encore une fois marquer un changement de perspective sur
dans l'histoire, mais aussi sur l'histoire du cinéma, où tout à coup on va passer du cinéma pellicule au cinéma numérique et on va intégrer de nouvelles formes de technologie au cinéma, et ça va vraiment marquer un moment de bascule. Et la bioluminescence est là comme indicateur d'une présence autre et d'une intelligence autre qui met l'humain soudain à une place qui n'est pas celle d'être au centre de tout, mais d'être une intelligence parmi d'autres. Et dans ce film Abyss, tout l'enjeu était d'interpréter la présence de cet organisme lumineux et de comprendre la signification des signes qu'il laissait des traces qu'il laissait sur les photos, et donc d'interpréter les signes lumineux. Ça fait partie de la démarche artistique que de s'intéresser à un peu quel est en quelque sorte le message qui peut se déployer à partir d'une forme esthétique, donc à partir d'une forme sensible. Quelles sont les différentes formes d'interprétation qu'on peut y mettre, ou les formes d'interprétation qu'on peut laisser émerger sans forcément les prédéfinir à l'avance, et comment est-ce qu'on peut construire des réseaux de signification autour d'une proposition esthétique, c'est-à-dire une proposition sensible. Donc, pourquoi je parle de la vie et de la mort d'une lumière vivante? Parce que le travail avec les bactéries lumineuses, ça implique énormément de choses. Donc, ça implique de comprendre leur mode de vie, de comprendre leur fonctionnement, de comprendre quelles sont les conditions qui leur permettent de se développer plus ou moins bien, quelles sont les conditions qui leur permettent de durer. Donc, comme avec ces histoires de cristaux, il y a différentes manières d'interagir avec le phénomène, qu'il soit minéral ou qu'il soit biologique, et en fait de créer des conditions pour, en quelque sorte, prendre soin du développement de l'entité qu'on est en train de créer. Et donc, dans cette idée de comment donner du sens à une œuvre, il y a ce sens qu'on donne aux soins qu'on accorde au développement de l'œuvre, dès lors qu'elle implique d'autres entités qui ne sont pas forcément que de notre ressort. Et donc, comment est-ce qu'on peut concevoir une forme de conversation, même si on est conversation entre guillemets, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut concevoir une forme de correspondance, d'échange, de réciprocité entre notre intention et les formes pas d'intention, mais en tout cas les formes dynamiques qui ont lieu en dehors de nous, que ce soit des formes dynamiques minérales, des dynamiques de cristallisation, ou des dynamiques de croissance bactérienne, d'agglomération entre bactéries et différents types de substrats. En fait, toutes ces choses-là ont une importance et ont une part à prendre dans la réflexion artistique sur le sens que contient l'œuvre. C'est aussi pourquoi, dans ma démarche, je me suis beaucoup associé et j'ai beaucoup eu à cœur de joindre ma démarche artistique à une démarche à la fois scientifique, mais aussi une démarche architecturale, c'est-à-dire comment est-ce que la bioluminescence peut se retrouver à différentes échelles des activités humaines. Et notamment, je collabore avec donc encore le MIO sur des observations en grande profondeur en Méditerranée. Donc là, on voit que c'est un observatoire qui est installé au large de Toulon. Et cet observatoire, il contient plusieurs choses. Il contient un télescope à neutrinos, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une démarche interdisciplinaire où il y a de l'astronomie, mais aussi de l'océanologie et toutes sortes de choses qui étudient les fonds marins et notamment la croûte terrestre. Et dans ce contexte-là, il est installé un robot sur une rampe qui est là pour filmer en fait les conditions abyssales et notamment la luminescence dans les abysses. Et ce qui m'intéresse ici, c'est que avec la démarche artistique qui est la mienne, où je peux inviter des humains à aller rencontrer la luminescence à 5 mètres de profondeur, il est possible de faire des liens avec les images produites par un robot dans les abysses à 2500 mètres de fond, et d'essayer de faire correspondre des expériences entre ce qu'on peut retrouver dans les abysses et ce qu'on pourrait retrouver juste en expérimentant de la bioluminescence à 5 mètres de fond. Ici, c'est des images qui sont prises par un autre observatoire qui est au Canada, mais c'est ce type-là d'images qu'on retrouve dans les abysses.
et qui peuvent montrer en fait que les fonds marins, les grands fonds marins, sont tout sauf un espace vide, effrayant, morbide et qui serait dénué de toute activité. Et donc, ma démarche, ça a été aussi d'essayer de voir comment est-ce qu'à partir d'éléments très simples, je peux diversifier la présence de la bioluminescence et en fait l'associer à différents types d'objets pour en fait ouvrir l'imaginaire à ce que on va dire les grands fonds marins ou en tout cas l'océan obscur puisse être perçu de manière beaucoup plus présente dans l'imaginaire humain. Donc le fait de placer tout type de formes minérales, on va dire d'insectes, enfin de cadavres d'insectes, de mousses, de plantes, dans des substrats bioluminescents, me permettait de les rendre bioluminescents et du coup de créer tout un panel d'images et d'objets qui pouvaient être artificiellement rendus bioluminescents par ma manipulation, mais donc de raconter une histoire possible de la bioluminescence, une histoire possible de notre imaginaire des grands fonds marins et de favoriser une proximité sensible avec ces espaces-là qui nous paraissent si lointains. Et donc là, le fait de rendre des choses à laquelle on pourrait avoir l'habitude d'être confronté, par exemple un cadavre de cigale, de le rendre bioluminescent, ça permettait aussi d'ouvrir l'imaginaire à d'autres formes vivantes possibles et de réfléchir à des installations où l'humain pourrait être confronté à toutes sortes de formes bioluminescentes pour être immergé dans un contexte qui est à la fois radicalement différent et qui est pourtant potentiellement présent majoritairement sur la planète, dans l'océan obscur. Dernièrement, j'ai fait une installation au ZEF, qui est la scène nationale à Marseille, dans les quartiers nord, où il s'agissait, à travers un dispositif de miroir et d'installation de ces sphères, de recréer une immersion comme ça dans l'obscurité, où il était tout à fait incertain de savoir si on était au milieu d'un système planétaire, si on était au milieu de l'océan, si on était au milieu. Enfin, donc, c'était intéressant d'immerger les gens là-dedans et que soudain le public se rende compte que en fait tout ce système-là était construit par des bactéries, donc par des micro-organismes et qu'on pouvait en fait du coup imaginer l'océan profond pas seulement comme un espace qui contient des ressources potentiellement exploitables, mais aussi un lieu où se développe une véritable diversité de formes vivantes. Ici, ce que je vous montre, c'est, on va dire, quelques contrepoints de ma démarche. C'est-à-dire qu'une démarche artistique, elle s'inscrit toujours dans un contexte aussi social, dans un contexte économique et politique. Et si un objet artistique peut avoir une trajectoire et une démarche, c'est aussi par rapport à ces contextes. Et donc là, il y a à gauche des réflexions qui ont été menées sur le fait d'utiliser la bioluminescence à très grande échelle pour éclairer, par exemple, les villes, ce qui est une idée qui n'est pas inintéressante, mais qui pose énormément de questions, à la fois des questions écologiques en termes de coûts de fabrication de ce type de lumière vivante, mais aussi en termes de comment est-ce que éthiquement, par rapport aux vivants, qu'est-ce que ça voudrait dire que d'exploiter à grande échelle ce type de luminosité? Est-ce que c'est un plus ou un moins en termes de gain relationnel aux vivants? C'est une vraie question qui se pose. Et à droite, en fait, il y a une illustration de ce que ça veut dire d'exploiter les ressources minières de l'océan profond, qui sont donc une direction qui est en train d'être prise par l'industrie d'extraction des minéraux, notamment pour fabriquer ce dont on parlait tout à l'heure, les microprocesseurs et toutes les nouvelles technologies. Et il s'avère que l'océan profond est assez peu, on va dire, présent dans nos imaginaires sociaux et dans nos préoccupations d'humains, ce qui fait que c'est aussi un lieu qui est facilement qui est facile à investir pour
pour des démarches industrielles qui ont les moyens technologiques et financiers pour s'y rendre. Et ce n'est pas sans créer énormément de questions et de risques collatéraux autour de cette exploitation. Et donc ma démarche, elle s'inscrit dans ce contexte-là pour simplement proposer, encore une fois, un changement de perspective sur ces univers-là et d'essayer, grâce à la beauté et à ces démarches avec simplement une croissance de bactéries, de faire plonger la réflexion humaine vers des espaces à laquelle elle n'est pas forcément habituée de s'intéresser. Et donc ça, c'est juste quelques éléments bibliographiques. Et j'ai fini.